gueule. Oh shit, it's time for the featuring podcast, bro. Hey, c'est Driver, bienvenue sur le podcast featuring dans lequel je recevrai un invité spécial à chaque épisode. Rappeur, producteur, DJ, beatmaker, homme de l'ombre. Une vraie conversation d'1 heure remplie d'anecdotes comme tu les aimes. Et ça, je te le garantis. C'est clean. Featuring your favorite rapper's favorite podcast. Bienvenue dans l'émission Featuring, je suis Driver et comme j'ai l'habitude de le dire, Featuring parce qu'on est en featuring avec quelqu'un. Et ce quelqu'un-là, c'est celui qu'on appelait John Smoke à l'époque, mais qui est toujours resté l'homme que l'on nomme Oxmo Puccino. Comment vas-tu ? C'est génial, on va bien. Voilà, ça fait plaisir de te recevoir ici. T'as une belle, longue, grande histoire et c'est le moment de la raconter. Faut que tout le monde sache parce que souvent il y a des gens qui prennent le train à une station mais ils ne connaissent pas les deux bouts. Les pauvres. C'est ça, les deux terminus. Sont à plaindre. Donc voilà, en ce qui te concerne, le terminus est toujours pas là. On sait d'où t'es parti. On sait pas encore où tu vas t'arrêter. Non. Donc ce serait bien de raconter un peu cette histoire. Des choses à dire. Donc déjà, comme j'ai l'habitude de faire, commencer par le commencement. Moi, le moment où tu te rapproches du rap, en fait. J'ai commencé à écouter du rap vers l'âge de 11-12 ans. Ok. C'était quoi ? Comment ça s'est passé ? J'avais mon pote Gilles qui se faisait importer des cassettes et des vinyles par son grand frère. Ok. Ils ont un grand frère dans l'histoire. Et donc... Des États-Unis ? Ouais. Ok. Non. Il connaissait des disquaires. Ok. Et il allait les acheter là-bas. Ok. Tu vois, on était Très trop bien. petits pour savoir que ça Voilà. existait. Mhm. Donc j'ai passé beaucoup de temps devant des pochettes de rap Ok. avant de les écouter. Ok. Tu vois. T'as regardé. Ouais, regardez, parce que c'était extraterrestre. Uh-huh. Et ensuite, c'est mes potes de la rue d'à côté, donc Custy, First, les ADM, qui sont devenus ADM plus tard, qui ont commencé à me faire écouter de la musique et à danser. Ok. Voilà, à danser sur les... Et puis là, j'ai commencé à écouter Fat Boy, LL Cool J, Run DMC. Ok. Et petit à petit, il y avait tout le temps un truc qui arrivait et qui agrémentait qui rendait la passion plus forte, quoi. Ok. Tu vois. C'est-à-dire, tu pars des pochettes, ensuite t'écoutes la musique. De la musique, tu commences à découvrir les danseurs, les différents looks, Ouais. les différents groupes. Mhm. Et puis, tu rentres dans une histoire, quoi. C'est Tu clair. vois, tu te nourris, et puis tu dans le lire. Donc, j'ai passé beaucoup de temps à écouter, un peu danser. Ok. Voilà, ça a commencé comme ça, 11 ans, 12 ans. Et le Tagué déclic. 13, 14 ans, commencé à danser 16, 17 ans. Ah ouais, t'as fait danse, tag, Ouais. jamais DJ. DJ, non, parce que ça demandait de l'argent, Ah, ça coûtait trop cher. ça demandait de l'espace, Uh-huh. ça demandait du matériel. Ouais. Et il y a toujours ce renouvellement qu'il fallait avoir, C'est clair. avoir les dernières nouveautés, aller la guerre, la course. J'avais mes potes DJ, je les enviais pas, quoi. Ok, ouais. Ouais. Et c'est quoi le déclic? C'est quoi le moment? C'est quand le moment où tu te dis, bon, là, faut que j'écrive, faut que je rappe? Ça s'est passé... moi, je traînais beaucoup avec des rappeurs. Mhm. Je fréquentais Guégué de la Clica. Ouais, Ego Sized. Ouais, j'étais très ami avec Guégué, Raphaël, Ok. à l'époque. Mhm. Donc j'ai vu session studio, Ok. concert, Mais déplacement. comment tu soirée. fais pour être ami avec eux, les fréquenter alors qu'ils viennent pas de ton coin, en fait? Bah, Ils sont tu même vois, loin. moi, dès que j'ai eu l'âge de 15-16 ans, j'ai commencé à prendre un sac à dos, un Walkman et Ok. Parce qu'on et précise, tu aller viens partout. Paris 19e. Paris 19e, Voilà. Danube, place des Voilà. Fêtes. Voilà. Et donc, dès l'âge de 15-16 piges, j'ai pris mon sac à dos et j'ai commencé à partir partout en banlieue. Ok. Parce que mes passions, Mhm. mes quelques cousins qui habitaient par-ci, par-là, faisaient des liens qui te faisaient te déplacer si jamais tu voulais vivre le truc ou aller voir les gens. Et moi, j'avais pas de problème à prendre le RER. Et c'était quoi tes passions à ce moment-là? Mes passions, il y avait, j'avais commencé à jouer de la basse. Ok. Donc je dansais beaucoup à Choisy le Roi. Ok. Ouais, Choisy le Roi. Un peu à Bondy aussi, j'avais une sœur là-bas, enfin, qui est ma sœur là-bas.
à Bondy, et au quartier. Ok. Et donc, tu sais, quand tu vas dans les soirées, les concerts, tu fais connaissance Tu avec rencontres les gens, tu les revois, et au fur et à mesure, ça fait des liens, et tu vas te déplacer pour aller les voir, et c'est comme ça que ça se fait. Et donc, tu connais vois plein de gens. Ego Size de la Clica, Ouais. Raphaël. Ouais, et Raphaël. t'assistes à des séances studio. Des séances studio, des réunions Ok. où ça discute. Ok. Et c'était génial. J'avais réussi à l'époque, la même époque, j'avais rencontré Yacine. Ali. Ouais. Ok. Ali, ouais. Ouais, Ali de Ali Lunatic. Lunatic à une après-midi qui se passait dans mon quartier. Ok. Et on avait sympathisé fortement tout de Mhm. suite. Mhm. Et on se revoyait régulièrement. Et au fur et à mesure, on a commencé à traîner un peu ensemble. Et ça, c'était avant la musique. Hein. Ah, c'est fou ça. Ouais. Ok. Ouais. Très bien. Donc, tu vois souvent des séances studio de rappeurs, des amis à toi. Ouais. À quel moment tu te dis j'y vais? Je traînais avec ma poteau Nadine, Ouais. ma copine Nadine. On salue. Nadine, On salue. Dina Ouais, à l'époque. Exactement. Et donc elle m'avait été présentée par des potes à moi qui habitaient dans son quartier. Mhm. Et non, j'avais un pote à moi qui habitait chez elle pendant un moment. Et quand j'allais Ok. voir mon pote, elle était là, Ok. tu vois. Et c'est quelqu'un de très sympathique, généreuse et tout. Donc Je confirme. on est devenus potos, quoi. Mhm. Donc on a continué à se voir même quand mon ami est parti. Ok. Et comme elle était dans la musique, elle connaît plein de gens dans le Peura. Mhm. Quelquefois j'étais avec elle et il y avait un tel qui passait, on discutait, on parlait, Ok. on sympathisait ou pas. Mhm. Et elle avait son groupe Les Drôles de Dames. Mhm. Et puis elle s'était dit qu'il fallait des textes et elle m'a demandé, tu vois, comme j'étais là. Et t'avais jamais écrit? Non, j'avais jamais écrit. J'avais jamais écrit. Pourquoi t'as demandé à toi? Je sais pas, je Elle m'en a rappelle senti. pas. Elle a senti quelque chose. Je sais pas, c'est quoi, c'est la première fois que je me le demande. C'est fou Je me ça. suis jamais posé la question. Elle t'a vu, elle a dit, lui, il peut m'écrire un texte. Ouais, tu vois, on traînait ensemble depuis un moment déjà, et puis elle me dit, ouais, essaie d'écrire un texte. Ouais, tu vois. Ok. Donc j'essaye, on essaye, et d'essai en essai, je prends l'habitude de gratter. Ok. Et donc, je gratte un peu pour elle, et puis, de plus en plus, je gratte un peu pour moi, ou des idées Ok. que je peux pas lui donner. Et un jour, je me mets à le rapper à Célèbre Bosa, à mes frères. Ok. Ils trouvent ça pas mal, et puis je continue. Voilà. Ok. Ça, c'était 94. Donc toi, t'as commencé en tant qu'auteur. Ouais. Quelqu'un d'autre, Ouais, en vrai. ouais, on peut dire ça, ouais. C'est fou ça. Ouais. Ok. Ouais, c'est fou, c'est Très vrai bien. qu'à l'époque, ça se faisait pas, quoi. C'est clair. Ça existait pas. Ah non, c'est vrai. Mhm. Donc du coup, tu fais écouter aux gens autour de toi, Ouais. ils trouvent ça cool, Mhm. tu continues. Et je continue. Comment tu fais? Parce qu'on a une époque où tout le monde n'est pas en studio, tout le monde peut pas dire j'enregistre un disque. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu t'essayes de monter sur scène? Est-ce que tu essayes d'aller faire un freestyle à la radio? Qu'est-ce que tu fais en fait? T'as Avant, des il y avait textes? plein de concerts sauvages, déjà. Voilà, c'est pour ça que je dis ça. Des concerts sauvages, des mecs qui installent une scène Mhm. et qui, quelques jours à l'avance, font des tracts en papier avec des photocopies en disant, ouais, il y a un concert cet après-midi à telle heure, C'est il y aura tel du quartier. Et puis, il y avait tout le temps plein de monde et ça faisait la queue pour rapper. Ouais, Avant que ça parte en couille, tu vois, t'avais peut-être une chance de monter sur scène. ça. Et il y avait ça. Il y avait les concerts de balles de quartier, tu sais, Ouais. les concerts de mairie. Ouais. Il y avait la MJC, Mhm. pour ceux qui avaient une MJC dans le quartier. Et comme il y avait le marché des vinyles, tu sais, avec les gros magasins que Ouais. les DJ allaient vider pour être à l'heure, Ouais. c'était des lieux de rendez-vous. Ouais. Il y avait plein de monde. Notamment à Châtelet. À Châtelet, LTD d'ailleurs. Ouais. Je lance une pensée à Clovis et son équipe. Ouais, C'était des points de rendez-vous centraux. c'est vrai. Ça venait de province, parce que c'était des endroits mythiques. T'allais croiser des gens du milieu. T'allais croiser des gens, et même moi, comme j'étais pote avec les DJ, j'allais écouter ce qui sortait. Ok. Donc ils me mettaient les vinyles et tout, tu vois, j'avais l'idée de ce qui sortait. Mhm. Et donc, si tu voulais sortir une mixtape ou quoi que ce soit, il y avait LTD et les puces. Ouais. Le marché aux puces. Ouais. Et donc, c'était simple, tu sortais ta cassette ou ton vinyle, et puis tu voyais avec les revendeurs, et puis tu t'arrangeais comme ça. Et comme il n'y avait pas beaucoup d'offres, il y avait la place, mais c'était tellement difficile d'enregistrer des voix. C'est ça. C'était le parcours du combattant. C'est ça. C'est pour ça que je te pose la question. C'était un parcours du combattant. Donc moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait savoir autour de moi qu'il fallait que je trouve un moyen d'enregistrer. Ok.
J'ai mon petit frère qui repose en paix aujourd'hui, qui avait son ami au collège, qui faisait un peu de piano, qui avait un ordinateur. Ok. J'ai fait, ah ouais, il me l'a présenté. Donc je lance une pensée à Vin. Il me l'a présenté, on s'est assez bien entendu. Et on a commencé à faire des musiques et à enregistrer. Ok. Tu vois. Et c'est là que j'ai fait mes premières maquettes. Ok. Première maquette, c'était avec lui. C'est lui qui faisait les productions et moi les voix. Très bien. Et à partir de cela, j'avais des morceaux sur cassette que je pouvais faire écouter. Écoutez. Et j'ai fait savoir autour de moi, tu vois, par le biais de, je sais pas, c'est Fauzi ou Choukri Meniri. Ok. Choukri Meniri, il a longtemps travaillé dans le milieu des concerts, de la tournée. Et c'est la clique de Diabus System. Voilà, et c'est là que je rencontre Diabus System. Ok. Et c'est là que ça commence vraiment. Et tout ça, c'est 19e aussi. 19e, ils habitaient à 200 mètres de chez moi. Voilà. Ok. Tu vois. Donc, du coup, là, tu te retrouves à parler avec des gens qui sont plus dans le milieu que toi. Qui sont plus dans le milieu. Plus avancés. Exactement, qui Voilà. sont. Et d'ailleurs, c'était tellement fort, tellement bien organisé que ça m'a donné tout de suite des grosses références pour la suite. Parce que j'ai pas commencé à rapper dans les MJC avec le studio de la maison des jeunes et tout. Ouais. Tu vois, j'ai commencé à rapper avec un mec qui avait déjà son matériel, qui faisait Des musiques, professionnels. des professionnels. Et ensuite, j'ai rencontré Abus System qui avait leur studio chez eux, qui avait un manager Ouais. qui était Fauzi Meniri, Ouais. tu vois. la folie, là. Qui avait donc le studio, qui avait Tepa qui était dans les papiers, Qui repose en paix. qui repose en paix aussi. L'énergie d'Abuse. Abuse. Ouais. La connaissance et la culture de Mistadi, qui avait toutes les boîtes à rythme de l'époque, qui avait une collection de vinyles incroyable, et qui restait dans sa chambre de 4 mètres carrés, 10 mètres carrés toute la journée, les fenêtres fermées, Ah ouais. à faire du son toute Ah, la ok. journée, écouter des vinyles. Et souvent, Ok. je restais à côté, assis par terre, à l'écouter parler, la manière dont on sample, du grain, enfin, j'ai passé des moments incroyables avec lui. J'ai jamais remercié pour ça, d'ailleurs. C'est le moment. Et ça m'a, voilà, je viens de le faire. Voilà. Et ça m'a formé pour la suite, tu vois. Parce que j'ai commencé à rapper, moi, en même temps que je commençais à faire des prods. Et j'ai tout de suite eu une S950, Ok. tu vois, après la MPC 2000, et ainsi de suite. Mais j'ai, à la même mesure que j'étais dans les textes, un peu différents, en composition, c'était pareil. Ok. Donc forcément, ça pouvait pas plaire à tout le monde tout de suite. Ouais, Donc j'ai souvent fait pour moi. Voilà, tu plaçais pas pour les autres Ouais, rappeurs. c'était Ok. compliqué. Et donc avec Mistadi, ils tournaient déjà, ils avaient des concerts. Je me souviens très bien. Ils étaient en bus. Enfin, c'était complètement fou. C'était complètement fou. Ils avaient des réunions. Des réunions stratégiques. Incroyable. C'était Là, on est- vraiment, je te jure. On est en quoi, 1900 95. C'est fou. On est en 95. Ah. Ok. Voilà, et Fauzi qui vient, qui dit bon voilà, le label a dit ça, et il sort les notes. Enfin, je les regarde parler, je les regarde s'embrouiller, se redevenir pote. Et je connaissais pas ça du tout moi. Ok. Donc je suis halluciné. Et toi, à ce peu à moment-là, peu, tu ouais. rappes seul, t'es solo. Ouais, je suis solo. Ok. Et eux, ils m'apprennent à rapper. Ok. Les 4 mesures, je sais pas, je me rappelle. En studio. Ouais, c'est dans leur studio. Utiliser les pistes, tout ça. Non, parce que je touchais pas aux machines, c'était trop compliqué. Ouais, non, mais mais connaître les pistes, toi, voilà, oui, doubler oui. tes voix, Voilà, rapper ouais. en studio, quoi. Exactement, ouais. Ils m'ont tout appris. Les tempos, comme le premier pied, quand commencer, les 4 mesures. Ok. Et à partir de là, tu vois, j'étais de moins en moins mal à l'aise. Ok. Et à côté de ça, je côtoyais déjà Ali, Yacine Ali de plus en plus. Il me tenait au courant de ce qui se passait. Moi, j'étais avec Abuse. Ok. Et à partir d'un moment, je sors le morceau là. Je le fais morceau écouter à beaucoup de potes. Quel morceau c'est? Les morceaux que j'ai enregistrés. Allez, avec lui, ok. tu vois. Et ça fait de l'effet, ça commence à en parler un peu, ça fait un petit bruit. Et à partir de là, en parallèle, il y a Time Bomb qui commence à se monter. Ok. Voilà. Et on continue. Et je continue à traîner avec Diabus System et à me tenir au courant de ce qui se passe autour de moi, Ouais. dont Time Bomb. Ok. Voilà. Ça, c'est 95. Et Time Bomb, comment ça arrive alors? Parce qu'il y a, Time il y a Bomb, la grande légende de Hill, le grand recruteur, le mec qui allait chercher tout le monde pour faire l'équipe de France. Donc, comment ça arrive pour toi? Ce qui se passe, c'est que
un jour, je sais plus, c'est au concert de Redman ou je sais plus qui, je rencontre Ali, qui me dit, ouais, ça c'est Booba, c'est mon pote. Il est avec moi, on a monté un groupe, c'est Lunatique. Je fais, ok, mortel. Il fait, ouais, là on traîne avec des mecs du 20e, 17-7. On est dans un groupe qui s'appelle Time Bomb. C'est cool, faudrait que tu passes de temps en temps nous voir. Quand on a des trucs à faire, je fais ok. Et puis, peu à peu, je traîne avec eux, ils m'introduisent. Mais je suis pas là en tant que mec qui veut rentrer dans la bande. Je suis là en tant que poteau d'Ali. Et je traîne autour parce que, tu sais, moi, j'ai jamais été vraiment très collectif. Tu vois, dire je peux traîner avec toi, mais on va pas se marier, quoi. Parce que, tu vois, avant le rap, moi, j'étais dans la rue. Donc, je suis arrivé dans le rap avec des réflexes de rue. Avec des problèmes de rue. Tu vois, donc il y a des trucs que je voulais pas emmener dans le rap. Hein? Je vois. Et des habitudes, il y avait des choses que je reconnaissais de près ou de loin que je voulais pas, auxquelles je voulais pas m'approcher. Tu vois. Et donc, je traînais avec eux. T'es autour. Voilà, je suis autour, mais je cherche pas à rentrer dans le château. Et au fur et à mesure, je m'entends. En plus, les frères, ils étaient, tu vois, ils étaient pas friands de nouveautés. Tu vois. Eux aussi, ils venaient de la rue et tout. D'ailleurs, Ricky, je l'ai rencontré. La première fois que j'avais vu Ricky, je le connaissais pas encore. C'était extraordinaire, quoi, tu vois. Raconte. J'étais dans une soirée. Et je vois une bande de mecs qui arrivent. Donc Ricky de Time Bomb, un des trois membres. Je vois une bande de mecs qui arrivent. Méchants. C'est que c'est des méchants. Parce que quand ils arrivent dans la soirée, la musique elle s'arrête, les gens ils s'écartent. Tu vois, c'est des hunks qui ont déjà coupé l'herbe dans le coin. C'est ça. Tu vois. Et donc je vois le premier qui arrive, qui met une gifle à un gars. Et c'était Ricky, quoi. Tu vois, il met une gifle à un gars, il enchaîne avec un verre de champagne. Normal. Je vois, faut pas s'embrouiller avec lui, et c'était Ricky. Et c'était des années, années avant. Et quand tu le revois plus tard, tu le reconnais, en fait? Quand je le revois plus tard, je le reconnais tout de suite. Tout de suite, Tout de suite, je le reconnais. Et je me dis, tu vois. Et tu vois, tu te dis encore, il faut faire encore plus attention, quoi. Et donc petit à petit, mais je te parle petit à petit, je venais en studio avec eux et un jour ils m'ont proposé, je crois que j'ai rappé avec devant Iji, je crois. Il a bien aimé. Et ensuite ils m'ont proposé de voir ce qu'on pouvait faire ensemble. Donc c'est il. Je crois parce qui t'a entendu rapper et qui t'a proposé. Je crois que c'est comme ça que ça s'est passé. C'était vraiment le sélectionneur. C'était freestyle, tu vois. Voilà. Donc, à l'époque, c'était comme ça, c'est, qu'est-ce que tu veux? Et tu rappes. Tu vois, y a pas d'histoire, tu sors ton téléphone, tu rappes, quoi. Voilà. Mais, c'est fou parce que l'histoire que tu racontes, c'est un peu l'histoire de quasiment tous les gens qui sont rentrés dans Time Bomb. Ils ont tous rappé devant il à un moment. Je savais pas, Et il les a proposés. Je savais pas, c'est fou. Aux trois producteurs. C'est dingue, ça. Je savais pas, c'est fou, c'est vrai. Ok. Donc, du coup, il parle de toi aux trois messieurs de Time Bomb qui tiennent le label. Ils sont d'accord pour t'écouter. Tu rappes devant eux ou ils écoutent une démo? Non, je rappe devant eux. Je rappe devant eux, Et ils décident, c'est bon, on prend. Mais est-ce que quand toi, tu te retrouves à intégrer l'équipe, t'es conscient que il y a les X-Men déjà, il y a Lunatic, et ils ont déjà leur petit nom dans le milieu, ils ont déjà fait des trucs. Il y avait Diable Rouge aussi. Bien sûr. Que tu rentres dans une mini dream team de la new school. Bien sûr. T'es conscient? Bien sûr, je suis conscient. Je suis conscient, je suis complexé parce que j'ai pas le niveau, parce que je suis plus vieux. Donc tout de suite, je me dis qu'il va falloir que je travaille pour atteindre un niveau honorable. Et ce qui s'est passé, c'est que moi, j'écrivais tous les jours, toute la journée. Tu demanderas à Jean-Pierre, j'avais tout le temps un sac en plastique, ours. Tout le temps. Plein de feuilles. Des feuilles de texte. Tout le temps. Il y a une légende toute la journée, tous les jours. Il y a une légende qui dit que chez il y avait des sacs poubelles remplis de textes. C'est vrai. On écrivait toute la journée, on rappelait toute la journée. Mais il y a un truc, parce que bien sûr, moi j'étais là à la même époque, et il y a un truc qui m'avait beaucoup marqué chez vous, c'est que ça arrivait qu'on se croise dans des émissions de radio, où on allait freestyler, et je vous voyais, vous, en train d'écrire des textes juste avant l'émission, vous alliez rapper pendant l'émission. Bien sûr. Je trouvais ça complètement fou. C'était normal, nous, c'était notre cadence de travail, c'était notre travail normal, vu qu'on le faisait toute la journée.
Donc vous étiez capable d'écrire un texte, le rapper tout de suite. Ouais, bien sûr, bien sûr. Je dis ça parce qu'à l'époque, On avait à une l'époque, partie des c'était rare. textes. On avait une partie des textes qui étaient nos chevaux de bataille parce Voilà. qu'on les faisait tout le temps parce que c'était notre truc. Mais on avait aussi des textes qu'on écrivait Les sur nouveautés, place. tout de suite. On écrivait des textes. Mais on travaillait comme ça. C'est fou. Ouais, on travaillait comme ça. C'est complètement fou. Et comme on sait pas comment travailler les autres, bah nous, ça nous paraissait normal. Ok. Donc vous êtes là, Time Bomb, parce qu'au final, je te parle de Time Bomb, la Dream Team. Ça veut dire Ouais. les noms qu'on vient de citer, X-Men, Lunatic, toi. Ensuite, il y a Pete Bacardi, je pense, qui est venu, Jedi, tout ça. On va dire, sous cette mouture-là, Ouais. finalement, ça dure pas si longtemps que ça. Non, pas du tout. C'est vrai. ça. C'est vrai. Mais C'est intense, quoi. c'est ça. Ouais. C'est qu'aujourd'hui, on a l'impression que ça a duré des années, mais en vérité, pas si longtemps que ça. Ouais. Mais vous avez eu le temps de faire plein de choses. Quand je dis plein de choses, beaucoup de freestyle à la radio. Ouais, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Et puis, il y a un truc, tu vois, moi j'ai des théories. Mhm. Et si on a continué à parler de nous longtemps, encore après, Ouais. c'est aussi parce que pour moi, le rap s'est arrêté à cette époque-là. Ah, explique-toi. Bah, c'est-à-dire, tu vois ce qui s'est passé dans le rap français à la fin des années 90 Mhm. est un rebond de ce qui s'est passé aux États-Unis 4 ou 5 ans plus tôt. Mhm. Tu vois, à savoir Mobb Deep, Black Moon, Ouais. tu vois. Et moi, ma théorie, c'est qu'à la mort de Biggie et Tupac, Mhm. ça s'est arrêté et que c'était tellement fort et puissant Mhm. que ça a résonné jusqu'à ce jour aujourd'hui. Ok. Parce que si tu remarques bien, il n'y a pas beaucoup d'époques entre-temps dont on parle. C'est Tu vrai. vois. C'est vrai. C'est-à-dire, à la fin des années 90, il y a eu début des 2000, et à partir de là, il y a eu un creux gigantesque, Mhm. où on n'écoutait plus le rap, il y avait plus trop de renouvellement, où c'était devenu hardcore, où l'image a commencé à prendre le dessus sur le fond, et les gens ils se plaignaient, il y avait moins d'artistes, il y avait plus d'oseille. Ouais. Tu vois, Ouais, c'était dur. le rap, enfin la musique a été la première victime du streaming. Bien sûr. Faut pas oublier, avec des logiciels comme Napster, Imul, Téléchargement Donkey, illégal. téléchargement illégal. Ouais. Tu vois. Donc tout de suite, on a arrêté de vendre des disques. Donc du coup, tu penses que pendant toute cette période-là, les gens Comme il sont y a rien eu de retournés, nouveau, ouais, les gens sont retournés sur la ce qu'il y avait dernière avant, chose ouais. qui était avant lumineuse. ce creux. Voilà, avant ce creux-là. Et donc on a continué à en parler, et quand le rap a connu une résurgence avec ces dernières années là, Ouais. ben on parle encore de cette époque-là, mais on parle pas des autres entre-temps. Ouais. Tu vois, et 2005, 2010, Ouais, tu je vois vois, ce que tu veux dire. tu vois, c'était et donc pour moi ça s'est arrêté là. Mhm. Et la vibe, la vibration qu'il y avait à cette époque a continué. Le public a réduit, on a dû passer, hein. Et puis peu à peu, ben, tu vois, il y a des générations qui sont arrivées, qui ont repris goût, l'énergie, Ouais. en chantant, mais c'est pas du En peur. changeant en tout cas C'est pas du peur, le truc. tu vois. Je vois ce que tu veux dire. Moi, le truc, c'est bon. Là, on voit, on parle beaucoup on utilise beaucoup le mot âge d'or du rap français pour Ouais. parler d'une certaine période dans les années 90 Ouais. et tout. Bah, Juste là, avant- on en parle, tu vois, l'âge d'or, la preuve. Ouais, C'est non, que je- depuis cette époque-là, Je suis d'accord, mais tu vois, je te disais tout à l'heure, est-ce que tu étais conscient de rentrer dans Non, une... pas du tout, Non, pas de du tout. rentrer dans une dream team Oui, comme était Time ça, Bomb. oui. Ça oui. Oui. Mais aujourd'hui qu'on parle de l'âge d'or et on reparle de cette période Time Bomb comme étant dedans, est-ce que toi t'étais conscient qu'il se passait quelque Bien chose sûr, et bien pas sûr. que Time Bomb. Ah, mais bien sûr, dans le bien rap sûr. français, Mais regarde, il y avait quelque chose de spécial à cette époque-là. Aujourd'hui, on te réunit 5 rappeurs de Marseille, ça fait tout un tollé. Mhm. Mec, est-ce que tu te rappelles d'Opération Coup de Poing à l'époque? La cassette, Bien sûr. la mixtape de Bien 360. sûr, bien sûr. Il y a jamais eu d'équivalent depuis. Ouais. Ça veut dire que c'était un peu la Ligue des Champions de tout ce qui allait marquer le futur. Mhm. 113, Rof. Je me rappelle, je devais enregistrer, mais j'allais rater mon dernier RER, j'ai dû partir. Mais mec, tout le monde a une histoire à raconter par rapport à cette cassette. Il y avait Moi, pas de bus de nuit à l'époque. C'était ouf. Il y avait pas de Uber. Cette époque-là, même l'enregistrement Ouais. de ce projet Ouais. est incroyable. Je me rappelle d'une cave pas loin Les de là où on rivalités. est, Ouais. vers Gare de l'Est, Gare du Nord, je sais plus. Ouais, c'est ça. Et ouais, on était dans une cave et en fait tous les groupes passaient les uns après Toute les la autres journée. et tout ça. Ouais, je me Et rappelle. ceux qui étaient en embrouille se débrouillaient pour pas se Ouais, bah, rencontrer, en tu même vois. temps, c'est vrai. C'était toute une histoire. Ouais. Ceux qui voulaient poser, ceux qui voulaient plus poser, ceux qui voulaient finalement reposer. Ouais. Enfin, c'était tout un bordel. Et, Ouais. et cette cassette, il y a pas d'équivalent. Et tu la réécoutes aujourd'hui, tu vois le niveau. Parce vrai. que tout le monde est resté dans le même bois depuis. Ouais. Tu vois, mis à Ok. part les voix qui ont mûri un peu. Donc oui, j'étais conscient parce que même en termes d'émulation, moi j'écoutais du rap depuis déjà 10 piges. Ok. Il y avait rien eu tu vois, de vibrations ou qui réunissait autant de gens. Il y avait jamais eu ça.
Ok. Donc je savais qu'il se passait quelque chose d'extraordinaire, mais je pouvais pas le reconnaître vu que ça s'était jamais passé et qu'il y avait pas de référence. Ouais. Mais il savait qu'il se passait quelque chose, tu vois, c'était excité, on commençait à signer, il commençait à faire un peu d'argent, des projets qui se montent, les maisons de disques qui commencent à s'intéresser. Enfin, il se passait trop de choses pour pas s'en rendre compte. Donc aujourd'hui qu'on en parle comme l'âge d'or du rap français, ça t'étonne pas en fait. Non, c'est vrai, Ok. ça le fut. Très bien. J'aimerais qu'on revienne un peu sur ta carrière. Donc toi, t'es dans l'équipe Time Bomb, t'avances, t'es arrivé un peu après les autres, donc t'as raté les Time Bomb Explose. Ouais, je suis arrivé juste après. T'es arrivé juste après. Ouais. Donc, commence à voir un peu de choses autour de toi. Donc Hostile, t'as raté. Quand il y a Hostile qui sort avec le Crimpay et Pandalette et X-Men. J'étais dedans. T'étais déjà dans avec Time Bomb, mais ouais, j'étais avec eux, en tout cas. Ok. Et j'étais avec eux et j'étais toi, là à l'enregistrement et tout. Ah ok, voilà. Ouais, bien sûr. Ok, les 2 morceaux. Ouais, les 2 morceaux. Ok, cool. Ouais, j'étais là. Très bien. C'était Et géant. toi, au final, la première fois qu'on t'entend, c'est sur L432, la compilation. Putsch Fiction, ouais. Avec Putsch Fiction. Ouais. Ok. Et ouais, c'est sur Putsch Fiction. Ok. Et- On reparlera bien de ce morceau en fin d'émission. Ouais. Mais en tout cas, moi, je sais que quand on entend ce morceau, là, tout le monde se dit, OK, il y a Oxmo Puccino, le rap mafieux. Bah, parce que tu me Storytelling, disais, rap mafieux. tu me disais tout à l'heure aussi que j'arrivais dans le groupe moins bon et plus vieux, mais je savais que Non, ça, c'est toi j'avais- qui l'as dit, moi, j'ai rien dit. Non, je te disais, ouais, Ok, excuse-moi. ouais. Mais c'est vrai en même temps. Je savais que j'avais ce truc d'écriture qui différait. OK. Je savais parce que j'ai commencé avec des histoires et que je savais que personne ne le faisait. OK. Tu vois. Très Je bien. me disais, si je rappais pas très bien, au moins je savais écrire. OK. Mais c'est fou, tu as raconté des histoires, des storytelling, tu prenais la place du personnage, tout ça. Et tu racontais des histoires mafieuses. Ouais. Et il y avait pas ça. Dans le rap français. Non. Il y avait pas ça. Non. Et- Non, c'est vrai. Du coup, tu as développé ça. Ouais. Et je sais pas. Alors, tu me dis si je me trompe au niveau de la chronologie, mais avant de venir sur les autres compilations sur lesquelles t'as posé, Ouais. il y avait un morceau qui est sorti exclusivement sur Génération qui s'appelait Esprit Mafieux. Oui, exact. C'est ça, ça arrive Exact. juste derrière Putsch Fiction. Exact. Ok. Juste après. Mais ça t'a permis vraiment d'asseoir ce truc de rap mafieux. Ouais. Ok. Et c'était avec Ali. C'était avec Ali, ouais. Parce qu'il y a beaucoup de Esprit gens Mafieux. qui vont aller chercher le morceau, qui Avec vont entendre Busta Flex. Ouais, mais la première version, c'était avec Ali. Voilà. Et c'est comment ce morceau il arrive, parce que on est quand même dans une époque, ça c'est nouveau. Ça veut dire il y a un morceau pour une radio seulement. Comment ce morceau il arrive en fait? Bah, moi, j'avais cette boucle d'André Rieu, Mhm. à qui j'envoie une grande pensée parce que, C'est André Rieu ça. ouais, à l'époque, personne voulait entendre parler de qui que ce soit dans notre genre musical. Et lui, il a entendu donc la boucle, il a entendu le morceau, il a écouté le morceau, il a dit ouais, et il nous a pas demandé 1 franc. Ça c'est le franc à rare l'époque. ça. C'est Il tellement a même rare. pas hésité, Ok. tu vois. Mhm. Et je sais qu'il l'a fait plusieurs fois, je crois. Ok. Tu vois. Ouais, je crois qu'il l'a fait plusieurs fois. Et bah c'était très généreux de sa part parce que sinon le morceau n'aurait pas existé, il nous aurait attaqué en justice, Ouais. on aurait dû payer. Enfin, et donc j'ai cette boucle, je vais voir Marx, je lui dis qu'il faut qu'il me fasse un morceau avec ça parce que j'ai des choses à dire là-dessus. Ok. Donc il me fait le morceau, j'écris dessus en m'inspirant de ce que j'y vais à l'époque. Et Ali il le kiffe. Il me dit viens, je pose dessus parce qu'on avait un collectif à 4, Ali, Pete et Booba et moi. Et Le Bridge. Le Bridge. C'est ça. Et on voulait monter ce truc et ça se refait par des featuring de plus en plus fréquents. Et donc je lui propose un couplet, il kiffe, il pose son couplet. Et comme à l'époque Marc Bomb Attack Ouais. nous suivait et nous aidait de toutes ses forces avec sa radio. Il était voilà sur Génération, C'était c'était lui le qui programmateur. gérait Génération, il faisait des choses extraordinaires. Big up à Marc. Et ouais, vraiment Marc, il sait. Et il nous a proposé de passer ce morceau comme si c'était un vinyle qui allait sortir. Comme si c'était un maxi, Ok. comme si c'était un projet qui allait sortir. Ok. Et donc, il est diffusé à haute rotation sur Ça, c'était Génération. fou. Ouais. Et donc, les gens pensaient que c'est quelque chose qui allait sortir. Ouais. Ils se sont appropriés, ils ont commencé à demander le morceau. Et ben, ça a été une des assises, comme t'as dit tout à l'heure, Ça. un des morceaux qui a permis de m'asseoir. Ok. Voilà. Et le morceau finalement il sort jamais. Non, il sort jamais. Vous saviez qu'il allait pas sortir. Non, on savait, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Et comment il se retrouve plus tard sur l'album de Busta Flex? Bah, c'est Busta qui comprend qu'on l'a jamais sorti. Donc lui,
Il connaît le morceau en l'écoutant à la radio. il l'aime beaucoup. Ouais. Et il sait qu'il va pas sortir. Et Busta, tu sais, on est très amis. On est très amis depuis toujours. Enfin, moi, c'est mon frère depuis depuis toujours. On se voit, on a passé beaucoup de moments de temps ensemble, même dans les périodes où il y avait plus de rap. Et donc, lui, il avait eu une période un peu creuse. Ensuite, il rencontre Format People. Ça se passe bien, il est plein d'énergie. Puis, je traîne avec lui, il me fait, ouais, tu veux pas qu'on fasse ça avec Esprit Mafieux? Je lui dis, bah ouais, mortel, et ça déchire. Ça fera connaître le morceau et tout. Et puis, très simplement comme ça, quoi. Cool, très bien. Donc pareil, t'es dans ce truc où tu dois asseoir ton nom dans le milieu. Ouais. Ça y est, ça monte, on te connaît de plus en plus. Et je sais plus dans quel ordre, je sais plus s'il y a Mama Lova sur l'album de Keops ou s'il y a Monsieur Puccino sur l'album de Mistadi. Monsieur Puccino sur l'album de Mistadi. Très bien. Ouais. Nous allons parler mon premier vinyle, ouais. Nous allons parler de ce morceau parce que c'est important. Ouais. À ce qui paraît, il existe une version avec Booba au refrain. Ouais, c'est vrai. Il existe une version avec Booba au refrain. Et que s'est-il passé? Bah, ce qui s'est passé, c'est que à l'époque, moi, donc j'étais dans Time Bomb et je traînais encore avec Diabu System, qui me faisait encore gratter sur les concerts. Tu vois. Ouais. Et donc, je vais les voir, je leur dis, ouais, moi, là, c'est un peu compliqué parce que je suis avec les autres et tout. Et en plus, je voudrais savoir si, au lieu de tourner tout seul, je peux faire monter mes poteaux avec moi. Ouais. Et ils me disent oui. Donc, il y a des dates où je peux ramener Ali et Booba, tu vois. Un truc de ouf. Tu sais, je me rendais pas compte de ce cadeau à l'époque. Je savais que c'était énorme. Mais je me suis rendu compte après, en faisant des concerts, que c'était pas rien de faire ramener des gens. C'est clair. Tu vois. C'est clair. Et donc, ils m'ont fait ce cadeau-là. Et donc, on s'est rapprochés. Et donc, ils ont fait connaissance. Et pour faire le morceau Puchition, quand j'ai proposé Booba, parce que à partir du moment où on voulait faire le bridge, il y a beaucoup de choses qu'on faisait ensemble. Et donc, Booba a posé son couplet sur le morceau. Mais le truc, c'est qu'on s'est tous embrouillés avant que le morceau ne sorte. Et il a fait enlever sa voix. Voilà. Tu l'as la version avec Non, je l'ai pas. Sache que Jean-Pierre Sec là. Sérieux? Ça m'étonne pas. Vois ça avec lui, si tu veux la récupérer. Ça m'étonne pas, vraiment. Ça m'étonne pas de lui. Sache qu'il l'a. Et donc, ouais, le morceau n'est pas sorti, là. Ouais. Enfin, le morceau est sorti, mais sans lui. Sans lui, oui, bien sûr. En tout cas, super morceau. Il est bien. Ouais, il était ouf. Et je me rappelle de son refrain maintenant que tu me dis ça. Mamadou Koulibaly, tout ça, ouais, je me rappelle. Il était mortel, le refrain. Ça aurait changé quelque chose. Ouais, mais gros morceau quand même. Oui, gros morceau. Encore un storytelling mafieux. Le chef des casinos. Ouais. Justement, on m'appelle derrière le casino. J'étais genre trippé sur cette phrase, parce que je me disais, qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête pour qu'il écrive ça? On dirait que tu te dédoubles. Ah là là. Mais voilà. En tout cas, gros morceau. Voilà. Encore une fois, je répète, on se dit Oxmo, bête d'écriture, bête de rappeur, rap mafieux. Ouais, rap mafieux. Et on n'a pas ça. On n'a pas ça. En France. Ouais, on rappe mafieux et on n'a pas ça en France, mais il y a des mafieux en France. Bien sûr. Tu vois. Bien sûr. On n'en parle jamais. C'est vrai. Donc moi je me suis dit, je vais mélanger la fiction et cette vérité que peu de gens savent, pour en faire quelque chose qui parle à ces gens-là et qui fasse rêver les autres. Voilà. Et on arrive à Mama Lova. Ouais. Sur l'album de Keops, Sad Hill. Ouais. Voilà. Ça, c'est fou, ça. Et il faut savoir que Keops, c'est le DJ d'IAM. IAM, c'est énorme. C'est un des plus grands groupes de tous les temps en France. Et encore plus à la période où ils font Sad Hill. Laisse tomber. Et du coup, tu te retrouves à faire un morceau, qui est Mama Lova, qui devient un single de l'album. Ouais. Il y a un clip. Et surtout, qui est joué en radio. Ouais. C'est la première fois où tu es joué en radio au niveau national. Complètement dingue. Dans quel état d'esprit t'es à ce moment-là? En plus, il me semble, si je me trompe pas, que Lunatic a quitté les Time Bomb, à cette période-là. X-Men, ils y sont encore, je crois. Mais il restait que Pete et moi. Ah, même les X-Men sont partis? Ouais. Ok, à ce moment-là. On a fait une réunion et chacun fait son chemin. Ok. Donc, dans quel état d'esprit t'es? Moi, dans l'état d'esprit... Mama Lova se retrouve en radio au niveau national. Dans l'état d'esprit où j'étais avant de les rencontrer, en fait. Tu sais, moi, je t'ai raconté qu'au début, je cherchais, mon frère m'a fait rencontrer un producteur, et tu vois, j'avais déjà une vie avant. Ouais. Donc, j'ai continué comme avant. Donc, j'ai glane les studios, je rencontre des gens, ça se passe plus ou moins, on se revoit, on s'appelle, on projette, ça se fait pas. Et donc, il y avait eu, c'était quoi? C'était
On avait rencontré IAM lors d'une radio à Génération l'année d'avant. Quand il y avait ce truc côté obscur avec Time Bomb ou les freestyles. C'était avant l'école du micro d'argent. Ouais, je me souviens que Funky Family et freestyle Exactement, et Time Bomb, c'était mythique ça. C'était vraiment une émission mythique. Ouais. Je me rappelle encore, et même avant on était tout excités. C'était vraiment déterminant. Okay. Et on a sympathisé. Moi j'ai sympathisé tout de suite avec eux. Ok. Et on a gardé contact. Tu vois, on s'envoyait des messages et tout. Et donc, ce qui fait que Keops, dès qu'il a fait son projet, il a pensé à qui pourrait aller à son projet, faire briller son projet. Quoi. Les gens sympas qui étaient autour de lui. Et donc, il m'a convoqué un jour. Ils ont appelé Mars, faisant savoir qu'il voulait que je fasse son album. Et donc, je me suis retrouvé à deux labels. Je crois que c'était la première fois. Dans les sous-sols. Et il me parle de son album, il me fait écouter des instrus, et il me fait voilà, moi je te verrai là-dessus parce que Biggie, Puffy et tout, et j'écoute le morceau et je lui dis t'as pas autre chose? Ah ouais, tu le sens pas tout de suite? Ouais, je lui dis t'as pas autre chose? Et donc il est un peu dépité parce que j'avais cassé son truc et tout, et il me met une musique après et je fais ouais, ça tout de suite quoi. Ah ok, donc le premier truc qu'il te propose, c'est pas Mama Lova qu'on connaît. Ok, c'est autre chose. Non, c'est autre chose. Ok. Un truc un peu plus, tu vois. Dansant. Ouais, un peu plus bad boy, quoi. Ouais. Tu vois, sa référence, c'était Hypnotize. Ouais, ok. Et donc, moi, j'avais pas trop accroché. Donc, je lui ai dit, me faire écouter autre chose. Et dès qu'il me fait écouter l'instrument là, je fais, celui-là. C'est ça. Ok. Ouais. Et moi, quelques mois auparavant, j'avais été bouleversé par Dear Mama de Tupac. Ouais. J'avais été bouleversé. Je me souviens quand je t'ai rencontré, tu rappais sur cet instrument. Mais laisse tomber. Même aujourd'hui, en concert, c'est moitié l'instru de Keops et moitié l'instru de Tupac. Ouais. Tu vois, même l'autre jour, j'ai rencontré Cut, il fait la même chose. Il met l'instru de Mama Lova d'original et ensuite il finit par la version avec Tupac. Parce elle donne toute son ampleur au morceau. C'est clair. Donc moi, je l'ai écrit dans cet esprit-là. Ok. Tu vois, un mec qui écrit pour sa mère qui a accouché de lui en prison. Ouais. Et à l'époque, on donnait des phrases sur tout l'amour qu'on portait à sa maman. Mais lui, il était l'un des premiers à en faire un morceau. C'est clair. Donc je me disais, putain mec, un morceau entier sur sa maman, mais c'est dingue. Tu vois, faudrait que je fasse la même chose un jour si j'en ai l'occasion. Ok. Et donc, dès que ça arrivait, je me suis dit, je vais faire Mama Lova dessus. Ok. Tu vois. Et c'est dingue. Ouais. Le morceau sort. Et le morceau sort, et on me dit, ouais, le morceau sort, il va peut-être être un single. Ouais, tu vas faire un clip. Et le clip, c'était compliqué à l'époque. Ça coûtait très cher. C'était impossible. C'est dur d'en avoir. Voilà. C'était impensable, impossible. Ouais. Et à ce moment-là, t'as pas de deal en maison de disque. J'ai rien du tout. Tu vois ce que je veux dire? T'es chez Time Bomb, indé. Vous faites rarement des clips, si même pas du tout. Ouais, non. Et là, on te dit, Mama Lova va être clippée. Mama Lova rentre en radio. Ben là, ma vie, elle se renverse du jour au lendemain. Okay. Vraiment du jour au lendemain. Parce que dans mon quartier, ça se savait pas trop que je rappais. Ok. Ouais. Ah ouais, donc il y en a qui t'ont découvert à la télé, des mecs de ton quartier. Mes parents, ma famille, des potes proches ont découvert à la télé, du jour au lendemain. Donc c'était brutal. C'est fou, ça. C'était très brutal. T'as quoi? T'as des anecdotes dans les deux sens. Ça veut dire, anecdotes positives par rapport à ta tête à la télé et négatives par rapport à ta tête à la télé. Par rapport au fait qu'il y a de la jalousie, le fait qu'il y en a qui se sont sentis trahis. Parce que tu leur avais pas dit. T'as pas prévenu, ok. Tu vois? Mais tu sais, quand tu commences quelque chose, les gens t'encouragent pas toujours. C'est vrai. Ils t'encouragent pas toujours. Et puis, honnêtement, c'est qu'un détail, tu peux pas te sentir trahi. Ton gars, il est à la télé, sois content pour lui. C'est comme ça que tu fais le tri. Voilà. C'est pas faux aussi. Et donc du jour au lendemain, je me retrouve avec une notoriété qui me tombe dessus. Et là, ma vie qui change. Ok. Ouais. Et voilà. C'est complètement ouf. Moi, ce que je veux savoir, c'est que bon, tout le monde a quitté Time Bomb. Ouais. À un moment, même après Mama Lova, tout à l'heure, tu disais, il y a toi et Pete. Même Pete, à un moment, il part. Oui, bien sûr. Tu te retrouves tout seul chez Time Bomb. Ouais. Tu te dis pas, merde, toute la Dream Team, elle est partie, je suis tout seul, c'est plus la même chose, peut-être que je devrais partir. Tu te dis pas ça à un moment? Non, pas du tout. Ok. Pas une seconde. Ok. Pas une seconde parce que c'est des histoires qu'on se raconte, ça, tu vois. Et que
et que j'avais connu d'autres choses avant ça. Ok. Tu vois. Ok. Donc, franchement, c'était un problème en plus à régler. C'est tout. Tu l'as vu. L'important, c'est de faire ce que tu as à faire et comme tu peux. Ok. Voilà. Tu l'as vu comme ça. Et je l'ai vu comme ça. Et justement, je me suis dit, c'est pas parce qu'on est tout seul qu'on est de la merde. C'est pas parce qu'on n'était pas les meilleurs qu'on va pas y arriver. Et on va continuer, quoi. Au final, si je me trompe pas, de l'équipe Time Bomb, t'es le premier à sortir un album. Ouais. De tous ceux qui étaient là avant toi, c'est toi le premier qui C'est sort moi le un premier, album. ouais. Parce que j'étais prêt déjà. C'est fou. Et parce que l'histoire des sacs en plastique, même le jour où j'ai signé, j'avais mon sac en plastique. C'est bon. Donc moi, j'avais déjà 2 albums d'avance, si tu veux. Ok. Ouais. Donc, comment tu te retrouves à signer chez Delabel? Est-ce que c'est vous qui démarchez Delabel ou Non. Delabel qui vient vous chercher? C'est Vu que Delabel qui vient nous Sad chercher. Hill, le single Mamalova, il sort chez Delabel. Il sort et cartonne. Voilà. Il sort et cartonne. Il passe à la radio, à la télé. Enfin, Ok. c'est le carton. Et j'ai pas de label. Donc là, tout le monde commence à se manifester. Donc, t'as eu d'autres offres. On a eu d'autres offres. Ok. On a eu d'autres offres avec notre inexpérience. Et moi, je gérais pas ça, hein, de toute façon. Hein. Ok. On a eu quelques rendez-vous Mhm. avec des personnes que je n'ai pas senties. Ok. Parce que je suis très à l'instinct. Ouais. Et donc, parce que c'était pas des gens mauvais, hein. Oui, C'est juste oui, des gens tu que j'ai pas sentais- sentis. Tu sentais que tu devais pas travailler avec Ouais. eux. C'est tout. Voilà. Ouais. Et donc, on a rencontré Laurence Twitou. Twitou. Mhm. Madame Laurence Twitou. Mhm. Et ça, tu vois, son discours et la personne qu'elle était m'ont pas fait hésiter. Ok. Tu sais, elle avait de la bienveillance, elle comprenait, Ok. elle avait une vision. Ok. Elle avait une vision qui nous dépassait, nous. Ok. Et moi, je l'ai su. C'était quoi sa vision, si tu te rappelles? Elle voyait à long terme. Ce qui est rare, surtout aujourd'hui, en maison de disques. Elle voyait à long terme. Ok. Elle avait des références, des points de comparaison qui nous confortaient. Mhm. Parce qu'on avait rencontré beaucoup de chefs de label qui avaient une vision de nous qui ne correspondait pas avec l'image que nous-mêmes nous faisions de nous. Ok. Tu vois, donc même s'ils se trompaient pas, ils sont pas arrivés à le communiquer d'une bonne manière. Ok, je vois. Et Laurence, elle a été parfaite. Hein. Ok. Elle a été parfaite. Elle a été Du parfaite coup- parce qu'elle a une culture qui fait que elle sait comment parler On rappelle à qu'elle certains genres de qu'elle personnes. faisait partie de la production de la fameuse émission Hip-hop. hip-hop dans les années 80 qui était à la Exactement. télé sur Qui a fait TF1. danser toute la France Voilà, donc- tous les dimanches pendant longtemps. Les gens aiment bien diaboliser les gens de maison de disques, mais elle était autour de cette musique-là depuis très longtemps. Depuis très longtemps, elle a vécu à New York. Voilà. Elle a connu tous les artistes qui ont fini par exploser. Ok. Et avant nous, elle avait fait Tonton David, Alliance Ethnique, Ouais. IAM. Mhm. Tu pouvais pas aller Sacrée ailleurs. référence. Ouais, tu Voilà. pouvais pas aller ailleurs. C'est clair. Tu pouvais pas aller ailleurs. Ok. Et donc, on a signé tout de suite. Ok. On a signé tout de suite et on est parti sur l'album. Là, c'est parti. Tu prépares ton premier album. Ouais, je prépare mon premier album, ouais. Dans quel état d'esprit t'es à ce moment-là? Ben, compliqué. T'as Mamalova Très compliqué. qui a super Ouais, bien très marché. compliqué. Très compliqué parce que la notoriété soudaine, Mhm. le groupe qui s'était dissous, Mhm. j'étais pas encore dans la maîtrise technique, donc pour enregistrer un morceau, il me Ouais. fallait beaucoup de temps. Ok. Mais surtout dans ta tête, moi, ce que je veux savoir, c'est artistiquement où tu vas aller dans ta tête. Parce que Bah. t'as par exemple tout ce rap mafieux Ouais. dont on parle depuis le début de l'émission. Les gens du milieu t'aiment pour ça, mais t'as fait Mamalova, qui est pas mafieux du tout, Ouais. et qui a pris la France. Ouais. Comment tu vas en studio en disant, voilà, Ben, moi, il le y a truc, ça à c'est gauche, il que- y a ça à droite. Les mafieux, les stories et tout ça, ça a toujours été pour faire parler de moi. Ok. Mais je me suis toujours dit, et puis ça a toujours été mon cas, que ce que j'avais à raconter était social, Ok. avant d'être fictif et divertissant. Mhm. Et au même titre que personne ne rappelle les histoires, je me suis dit, personne n'avait rappé de l'amour, personne n'avait pas rappé la solitude, la rupture, Ouais. personne n'avait rappé la peur. Mhm. On était que dans les freestyles. C'est vrai. Il n'y avait pas de thématique Mhm. qui puisse toucher plus profondément, qui fasse référence à nos vies. Ok. Tu vois, parce qu'on était très calqué sur le rap américain. Et même c'était inspiré, même les textes étaient inspirés de ça un peu, pour Ouais. ceux qui étaient bilingues. Mhm.
Et donc je me suis dit oui, il faut parler aux gens à des choses qui les concernent. Ok. Et donc j'ai commencé Mama Lova. Et derrière en cartouche j'avais des morceaux comme L'Enfant Seul, Ok. Le jour où tu partiras. Ok. Donc moi j'ai toujours projeté de faire découvrir ma vraie nature tôt ou tard. Ouais. Tu vois? Je vois. Ouais, c'était Ok. ça. Le mafieux, c'était pour le. Et puis il m'arrivait un truc, c'est que le public et les médias commençaient à confondre la fiction et la réalité en termes de mafieux. Et je voulais surtout pas ça du tout, quoi. Ah, il voulait que t'aies un Il casier voulait judiciaire. il voulait que j'ai des mecs, des hommes de main qui travaillent pour moi, tu vois, des flingueurs et tout. Ouais. Non, moi je rentre pas dans votre case. Ouais. Je veux pas correspondre à ça. J'ai mieux à proposer. Ok. Mais t'as cassé ce truc-là très tôt, en fait, dès le premier album. Ouais, dès le premier album, c'était peut-être trop tôt. Parce qu'il y avait, il y avait quand même un morceau, je crois que c'était Hitman, le titre. Ouais, Hitman. Voilà, Hitman. il y avait un morceau qui était mafieux, storytelling. Ouais, bien sûr, mais personne l'a toujours entendu. dans le truc. Ouais. Voilà. Mais c'est tout. Dans le reste de l'album, on n'était plus là-dedans. Non. Ok. Ah ouais. Et ça, c'était voulu. Ouais, c'était voulu, bien sûr. Ok. C'était voulu. Je voulais pas raconter des blablabla tout un album, faire des concerts où tu sais, où je me retrouve avec que les durs à cuire du coin. Ouais. Parce que au début c'était ça. Ouais, bah ouais. Quand on faisait les premières tournées des MJC avec Time Bomb, on se retrouvait avec des concerts organisés en province. Tu te retrouvais avec tous les durs à cuire du coin. Et c'est pas ce que tu voulais. Je ne voulais pas que eux. Ouais. Tu voulais que ce soit le plus large possible. Je voulais parler à tout le monde. Ok. Tu vois. Du coup, l'album Opéra Puccino sort. Je me souviens que Skyrock joue Amour et Jalousie. Ouais. Est-ce que c'était votre choix Ben non. de premier single? Ben non. C'était pas votre choix. C'était toujours lui qui décidait. Hein. Et c'est toujours la radio et qui c'est décidait. pour ça qu'il n'y a pas eu de clip? Ouais. Pour ça qu'il n'y a pas eu de clip, parce que la maison disque avait prévu de sortir Le Mensongeur. Mensongeur. Pour contrebalancer avec cet album un peu gris. Ok. Ouais. Ok. Ouais. Donc, Le Mensongeur devient le deuxième single. Il cartonne. Ça passe en radio, Ouais, il y a un ouais. clip, tout ça, ça tourne à la Des télé. clips tout. de fou. Voilà. Mais, on parle d'une époque où il y avait beaucoup de disques d'or quand même. Ouais. Et Ouais. Opéra Puccino ne fait pas disque d'or Non, à ce c'est moment-là. pas disque d'or, non. Mais t'as le respect du milieu, t'as Ouais. le succès d'estime, ce qu'on appelle le succès d'estime. Et comment tu gères ça? Parce qu'il y a beaucoup de gens, surtout aujourd'hui, il y a un mot qui est utilisé sur Internet, qui part de quelque chose de cool, de gentil, mais je suis pas sûr que tous les artistes le prennent bien. Ils aiment bien dire, ah, lui, il est sous-coté. Ça veut dire, ils trouvent que t'es fort, mais il y a pas assez de lumière sur toi. Ça, c'est un mot qu'on utilise beaucoup aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Mais à l'époque, on disait pas ça. C'était, il est disque d'or ou il est pas disque d'or. C'est tout. Et voilà. Et pas- Et toi, comment tu vis le truc parce que dans le milieu, on dit, non, Oxmo, respect. Ouais. Mais en même temps, toi, tu sais que t'es pas disque d'or, tu sais que tu vis pas, t'es pas millionnaire. Bon, quand je dis Ouais, millionnaire, bien sûr, j'exagère. bien sûr, Tu peux bien être sûr. moins que millionnaire et bien Ouais, vivre. bien Mais sûr. voilà, tu ne rentres pas l'argent d'un mec qui est 10 de platine ouais. ou quoi. Ouais. Comment tu vis cette période-là, en fait? Déjà, j'ai jamais eu conscience de ma notoriété. Donc Ok. je me dis Parce qu'il y a- juste que... Il n'y a pas les réseaux sociaux, Internet, Ouais. tout ça à ce moment-là. C'est Voilà, important. donc t'as pas conscience du tout. Ok. Et tu te dis, bah c'est foutu. Toi, t'es en tu te dis, bas, c'est tu te foutu, dis, À l'époque, tu passais pas à la radio. T'étais mort. c'est mort. Voilà. Hein, il y avait pas de relancé ou l'album Ouais. qui cartonne 2 ans plus tard. Il y avait Ouais. pas de ça. Ouais. C'était mort. Et puis c'est tout. Uh-huh. Et donc t'enchaînes sur le prochain album. Voilà. Voilà. Donc, Parce toi, que justement, t'as signé pour 3 albums avec des gens qui ont une confiance et une vision. Donc il y a pas de souci. Tu sais que tu vas faire Ouais, les tu vas autres faire albums. un prochain album. Voilà. Et tu te mets à fond sur le prochain album. Ok. Et quand t'entends des années plus tard, Opéra Puccino, c'est un classique. Quand t'entends 8 ans plus tard, et pas qu'entends Opéra Puccino est devenu disque d'or 8 ans plus tard, qu'est-ce que ça te fait? Vu que tu viens de me dire Bah, que toi tu te dis c'est mort Je me dis au que la moment vie- où tu le vis. Je me dis que la vie, elle se fout de ta gueule, des fois. Voilà, je me suis juste dit ça. Je dis, des fois, la vie, elle se fout de ta gueule. Toi, tu fais tes plans et tout, et puis elle te la fait à l'envers, et C'est fou quand même. comme un con. Et c'est exactement ce que je me suis dit. Ok. Ouais. Parce que, tu sais, c'était 8 ans plus tard, donc j'ai sorti L'amour est mort, j'ai Ouais. sorti Le cactus de Sibérie. Uh-huh. Après, je me suis dit, bon, vas-y, Peura, là, c'est chaud. Uh-huh. J'ai fait... Parce qu'on précise, ces deux albums-là ne Ouais. font pas disque d'or non ne plus. font pas disque d'or. Ouais. Et en plus, ils ne sont pas tout à fait compris. Mhm. J'ai ma fanbase, donc ça va. Mhm. Et
Et là, c'est la période la plus creuse du rap pour moi. Ok. C'est la période 2000-2005. Ok. C'était compliqué pour le rap en général. Ok. Et donc, je suis parti dans l'Hippopète Bar. On va y revenir. Mais moi, j'aimerais qu'on parle justement de ce deuxième album. Ouais. L'amour est L'amour est mort. mort, ouais. Voilà. Quand tu sors cet album-là, comme tu le dis, beaucoup de gens ne comprennent pas l'album. Et déjà, comme je t'ai dit sur Opéra Puccino, t'as donné Hitman aux gens. Le seul morceau mafieux de l'album. Ouais. Et peut-être que déjà, il y a des gens qui ont commencé à se perdre en disant, putain, il n'y a plus Pulp Fiction ou tout ça. Là, carrément, on est très loin de la mafia sur le deuxième album. Ah ouais. Et on était parti carrément sur autre chose. Ah ouais, total. Voulu, j'imagine, c'est toi Bien sûr. c'est toi qui as fait l'album. Bien sûr. Mais tu te dis, je ne veux plus rien avoir avec ce public qui m'attend en tant que mafieux. C'est ça que tu te dis ou pas? Je ne veux que des gens qui m'aiment, pour qui je suis, pour ce que j'ai à proposer, qui vient du fond de mon cœur. Pas pour des gens qui se contentent des rideaux pour faire tout un univers. Tu vois, parce que quand tu es à l'extérieur de la maison, Ouais. la première chose que tu vois des fenêtres, c'est les rideaux. Ouais. Donc moi, j'ai fait des rideaux très beaux pour que vous rentrez dans la maison, Voilà. Et une fois que vous êtes rentré dans la maison, appréciez les meubles. Voilà. Tu restes ou tu Et celui restes qui pas. peut pas, ben il sort. Il Il y a sort. pas de souci. Mhm. Il y a pas de souci, je n'en Ok. veux pas. Tu vois. Et cet album-là, ça faisait le tri, en fait. Ouais, exactement. Dans ton public. Exactement. Ok. Parce que Moi, je trouve que cet album-là, et je te l'avais déjà dit à l'époque, je trouve que cet album-là, c'est l'album qui te permet de faire tout ce que tu vas faire plus c'est tard, vrai, en fait. c'est vrai. Pour moi, oui. Parce qu'il y a la base, il y a les semences de Ouais. tout ce que j'ai fait après. Exactement. Ouais. Donc, ok, n'a pas été compris quand c'est sorti, mais au final, Opéra Puccino n'a pas été compris non plus quand c'est sorti. C'est vrai, mais Voilà. c'est vrai. Aujourd'hui, on parle d'Opéra Puccino comme classique. Moi, aujourd'hui, peut-être L'amour est mort, on n'en parle pas comme classique, Non. mais le morceau J'ai mal au mic, les gens, ils se le prennent aujourd'hui, Tu vois, normal. tu vois. Il y a eu un clip de cet album-là? Non, aucun. Ah ouais, ça c'est fou ça. Un des problèmes de cet album, c'est que les maquettes se sont retrouvées sur les réseaux Oh merde. et que les gens, enfin les influenceurs de l'époque entre guillemets, se sont fait un plaisir de critiquer des maquettes comme un album. Ah, Et donc le projet était déjà très mal barré ok, je vois. parce que moi il y a des morceaux que je pouvais plus mettre dans l'album à cause des maquettes, donc il fallait que je refasse encore d'autres morceaux. Ok, Enfin c'était ouais. ok. Ouais, mais bon, en tout cas, pour moi, t'as créé les bases de ce qu'allait ta future carrière, Ouais, ta je future pense, ouais. musique, ta future direction. Je pense. Ensuite, tu sors ton troisième et dernier album chez De La Belle, si je me trompe pas, qui est Cactus de Sibérie. Ouais. Donc voilà. Je pense que tu reviens un peu dans des storytelling qui sont pas mafieux. Non, je reviens un peu dans cette année, un rap, disons, de base, Ouais. qui me permet de tourner. Parce que c'est là que je commence à Ouais. tourner. C'est vrai que tu Et fais c'est une grosse tournée. Le but de cet album, c'était de partir en concert. Ok. Ouais. Là, ça change tout, en fait. La tournée Absolument change tout. Ouais, absolument Tu tout. peux rencontrer ton public, tu peux gagner de l'argent grâce à ça, Ouais. grâce aux tournées. Ouais. Donc je pense que dans ta tête, t'es mieux que après le premier album ou le deuxième album ou pas? Ben non, pas du tout. Pas du tout, parce que je pars avec quelques défaites au compteur, si tu veux, Ok. entre guillemets. Ok. Donc je suis pas en état de grâce. J'ai le bruit qu'il y a autour de moi au Cactus Sibérie n'a rien à voir avec le bruit que j'avais au premier album, Bien sûr. tu vois. Ouais. On entendait déjà des Oxmo, c'est fini, c'était à l'époque, tu vois. Ouais, je vois. Bah ouais. En tout cas, moi, je tiens à dire que dans cet album-là, il y a la meilleure entrée, le premier couplet du rap français. laquelle? Black Desperado. La première phrase est incroyable. J'allais entamer la 5e manche avec ma bitch. Personne ne peut dire ça. Ça, c'est la meilleure. Ça, c'est la meilleure entrée du rap Ah, français. merci. Premier couplet, personne n'a fait mieux, je suis désolé. Je respecte pas tout le monde, mais cette phrase, j'allais entamer la 5e manche avec ma bitch. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête à ce moment-là? Je sais pas. La liberté totale. C'est beau. La vantardise. C'est beau. C'est le Le rap. culte de la performance. C'est le rap. Hein. Bah ouais, on est des super-héros. C'est ça. Faut l'assumer. Exactement. Bon. Comme j'ai dit tout à l'heure, en gros, tu fais 3 albums chez De La Belle. Ouais. Et aucun n'est disque d'or. Non. Comme tu viens de le dire, il y a même des gens qui disent c'est bon, Oxmo, c'est fini. Ouais, bien sûr. Ça, donc, tu termines ton contrat chez De La Belle. Ouais. Donc, t'es sans maison de disque.
Ouais, je suis en flottement. Disons que... Voilà. Ouais, c'est à peu près c'est ça, ouais. Ok. Ouais. Qu'est-ce que tu comptes faire à ce moment-là? T'as pas directement l'idée de l'hip-hop Pas bar. du tout, pas du tout. Je sais pas ce que je vais faire. Ok. J'en ai aucune idée. Je sais que DLP, enfin Marc et Nicole, eux, ils sont pour retourner sur scène. C'est déjà... Donc c'est déjà DLP, quelque c'est chose. ton management. Ouais, Eux, ils sont déjà là quand t'es chez De Label. ouais. Ok. Ouais. Time Bomb. Quand Bah. t'as fini ton contrat chez De Label, t'as donné tes 3 albums. Ils sont encore là ou pas? Non, ils sont là jusqu'à L'amour est mort. Ah, ok. Le 3e, ils étaient plus là. Non, ils étaient plus là. Ok. Ouais. Donc, en gros, t'es managé par DLP Voilà. derrière les planches. Voilà. Et c'est tout, t'as plus de maison de disque. Non, j'ai plus de maison Voilà. de disque. À partir de ce moment-là, on réfléchit. Voilà. Ok. Mais il faut retourner sur scène en tout cas. Ok. Il faut rester sur scène. Ok. Ouais. Et c'est ce que vous faites? Vous faites des concerts? On fait des concerts avec première partie de triptyque Ok. et ensuite première partie de coup de chaîne. Ok. Ouais, pendant certains moments. C'était génial. Très bien. C'était génial. Et à quel moment tu te remets à faire de la musique? Je discute avec Alex Nebou, Qui est? qui est un des patrons de 3e bureau, qui avait signé à l'époque Orelsan. Ouais, voilà. Voilà. On discute comme ça parce on se voit, on discute depuis toujours. On s'envoie des messages. Je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Et il me dit, je me rappelle très bien, on était dans le quartier de Saint-Germain. C'est dans les cafés là, avec les rideaux Ok. de plastique parce qu'il pleut. Ok. Et je vois les gouttes qui tombent sur le... Et puis il me dit, tu sais quoi, Hawks? Je lui fais, ouais. Il me fait, moi, je te vois sur scène, en costume, avec des musiciens. Et à ce moment-là, je me dis, ouais, peut-être à 55 ans, ouais. Franchement, ouais. Ok. Et je lui dis, ouais, c'est pas bonne ton idée et tout. Bon, on verra, je ferai ça quand j'aurai fini de Peura et tout. Et puis on reste là, chocolat au café, on parle. Et 2 ans plus tard, Nicole elle me fait, ouais, oh, j'ai rencontré Nicolas Flug, que tu rencontres souvent dans les couloirs, qui est boss de Poumlot de France, et qui voudrait te proposer de faire un disque. Ok. Je fais, oh. Rien à voir. C'est-à-dire, c'est pas le mec de 3e bureau qui lui a parlé. Non. Ok. Non. Je pense pas. Ok. Non, sinon il me l'aurait dit. Ok. Et donc, je lui dis, moi, je suis vraiment frileux, parce que j'aime pas les expériences rap jazz qu'il y a eu. Ok. Jazz Mataz, Ok. Easy Moby, j'étais pas fou. Ok. Enfin, tout ce qui a été jazz, hip-hop, rap jazz, ça me touchait pas du tout. Ok. Donc quand il m'a demandé ça, j'ai vu plutôt une galère. Ok. Mais j'avais rien d'autre à faire et c'était un challenge qui m'intéressait. Ok. Donc on a été voir, on a demandé de nous proposer des musiciens. Et on a rencontré Eric Lenini, grand pianiste. Ok. Eric Lenini, grand pianiste. On n'a pas arrivé à trouver d'atome crochu, tu vois, et puis il était sur beaucoup de projets. Ok. Et on a été voir le maître, Vincent Segal. On l'a dit, maître, on est sur un projet là, qui peut remplir la mission? Il fait, il y a, je connais une bande de gars là au conservatoire là, ils se sont fait virer, mais ils sont très bons. Ok. Ils se sont fait virer mais ils sont très bons. Ils sont un peu fatigants, ils sont un peu fous, mais tu peux faire quelque chose avec eux. Ils se sont fait virer, ça t'a parlé ou pas? Bah oui. Bah ouais. Là, tu sentais, il y avait un côté rebelle. Ouais, il y avait un dans côté ce rebelle. jazz-là, il y avait un côté rebelle. Il y avait un côté rebelle, eux particulièrement. Ok. Et donc, je les rencontre. Et la manière dont le batteur parle des beats hip-hop, j'avais jamais entendu aucun producteur parler de sa musique comme ça. Ah ouais. Personne. Mais qu'est-ce qu'il disait de si fantastique? Ben, il parlait donc il parlait du jeu de la Shirley, en fait. Ok. Il parlait juste du jeu de la Shirley en faisant des mouvements. Ok. Il faisait la différence entre le laid back, tu vois, les rythmes un peu reculés, Ok. les beats sur le temps. Ok. Il parlait de comment il s'appelle le batteur de The Roots? Non. Questlove. Il parlait de Questlove en analysant son jeu,
en faisant les différences entre le jeu de Questlove, une MPC 2000 et un batteur normal. Et tout ça en le faisant avec ses mains. Ah ouais, il y avait une analyse. Je me suis dit, bon, ok, on va pouvoir faire quelque chose. En plus, il connaissait le rap, conservatoire. Enfin, tu vois. Je me suis dit, ben, on va pouvoir faire quelque chose, quoi. Ok. Voilà. Donc là, t'acceptes. Là, j'accepte. Et c'était les Jazz Bastards. C'était Jazz Bastard. Ok. Ouais. Donc là, tu te lances sur l'Hippopète Bar. Bah, l'Hippopète Bar, enfin, je me lance sur un disque avec eux. Ok. Donc, je te parle un mois de studio où on n'arrive pas à parler, où je sais pas communiquer ce que je veux, et eux n'arrivent pas à me toucher avec leurs propositions. Ah ouais. C'était très, très dur, ouais. Et le producteur qui descend, il nous demande si on veut continuer. Ah ouais. Ouais, parce que... Mais ça a été quoi le déclic? Comment vous avez réussi à vous comprendre d'un coup? Parce que l'album, il a été fait. Ben, non, l'Hippopète Bar. Ouais. Non. On est rentré en studio les mains dans les poches, avec aucune idée. Ok. Juste faire un disque de jazz. Ok. Donc, je t'ai dit, 1 mois de galère. 1 mois de galère. Donc, tu essaies des trucs nuls. Mais à la fin du mois, de ce mois. À la fin de ce mois, j'ai l'idée de l'Hippopète Bar. Ah ok, ça veut dire pendant 1 mois, vous trouvez rien du tout. Rien du tout. Et à la fin de ce mois, je me dis, bon, je vais raconter une histoire. Ok. Billie Holiday, les bars, je commence à réfléchir, mélanger tout ça, à inventer une espèce de biographie de Billie Holiday, tu vois, avec les amours qu'elle a pu rencontrer et tout. Je trace une histoire, et ensuite je sépare l'histoire en plusieurs morceaux, avec des protagonistes qui interviennent, tu vois, comme une série un peu. Ok, des épisodes. Voilà, des épisodes. Et je vais les voir, je leur propose, je leur dis, voilà, j'ai cette idée-là. J'ai fait donc, ce qu'on pourrait faire, c'est commencer... là, j'ai un morceau de gangster, donc on pouvait faire un morceau de gangster. Et ça, il suffit d'une basse. Et donc, on commence à chercher une basse, et hop, première maquette de morceau. Ah là, c'est une histoire de fille. C'est un chagrin d'amour. Vincent Torel se met au piano, il commence à jouer les accords, il commence à raconter une histoire avec son piano. Je fais, ouais, voilà, en fait. On a l'Hippopète Bar. En fait, tout est parti de ton concept, de ton histoire. Ouais. Et ils ont réussi à te comprendre, ils ont suivi. Et après, on a commencé à... Et tout est parti de là, cette histoire. Ok. Ouais. Bah, tu vois, moi, je vois un lien direct entre L'amour est mort et l'Hippopète Bar. Ces 2 albums-là, moi, je vois il y a un rapport, il y a un gros rapport. Il y a un gros rapport, bien sûr. Très bien. Ouais, donc là, à ce moment-là, on commence à te voir dans cette image qui est pas loin de ce que le mec de 3e bureau te disait. Moi, je te vois sur scène en costard avec des musiciens. Ouais. Nous, dans le public, on te voit comme ça déjà. En plus, quand tu montes sur scène, t'es dans ce truc-là pour l'Hippopète Bar. Totalement. Voilà. Totalement. Mais tu joues aussi les anciens morceaux. Ouais. Et ça, c'est cool. Ouais, je joue aussi les anciens morceaux, même s'ils sont pas entendus. Ouais. Tu vois, il y a que, sur l'enfant seul, il se passait quelque chose. Ah non, mais, je veux dire, tu vas voir les morceaux, tu vas voir les concerts que je faisais au Vieille Charrue, par exemple, Vieille Charrue 2009. Ouais. Là, tu comprends le niveau, en fait. Tu vois. Ça veut dire que les mecs, ils travaillaient chaque morceau comme si c'était une composition des années 70, mélangée à notre époque. C'était vraiment une science, tu vois, ils jouaient vraiment sur, notre son à nous. Ok. T'écoutes un album de Quincy Jones a réalisé, il a un son. C'est vrai. Tu vois. Et ben, nous, on voulait notre son. Ok. On montait avec des roses sur scène. Donc, du coup, ils se réapproprient les morceaux. Et les augmentent. Non, je trouve L'Enfant Seul et Mamalova. Tu vois ce qu'ils en ont fait, tu vois. C'est passé quelque chose de ouf. Et donc, ce qui fait que, sur scène, je suis encore plus... T'as fait beaucoup de concerts après la sortie de l'Hippopète Bar? Ah ouais, j'ai fait, laisse tomber. Beaucoup plus que quand plus que jamais. Ok. Ouais, on a tourné, 2007... On a tourné presque 1 an et demi, et j'ai oublié le nombre de concerts, mais peut-être facilement plus de 100 concerts. L'album, il fait pas disque d'or, si je me trompe pas. Non, bien sûr que non. Mais tu fais une tournée de dingue. Tournée de fou. Voilà. Parce que, justement, comme je m'étais ouvert, j'ai fait connaissance avec des manifestations musicales dont je n'imaginais même pas l'existence. Okay. Moi, je connaissais que les concerts de rap.
Et là, tout d'un coup, je me retrouve dans des festivals de jazz. Ouais. Je rencontre des plus gros musiciens du monde, des musiciens historiques. Je me retrouve à faire des festivals où je suis le seul rappeur. Ouais. Tu vois. Et comme j'ai des musiciens qui sont vraiment pas mauvais, bah, je me retrouve à côté de grands groupes. Ok. Et rien que ça, c'est beau. C'est jouissif. C'est clair. Du coup, dans quel état d'esprit t'es maintenant, à ce moment-là? Ce que je veux dire, c'est que t'as fait une grande tournée, t'as changé de cercle, en vérité, t'as découvert d'autres choses, t'as rencontré d'autres musiciens, Dans quel état d'esprit t'es à ce moment-là? Ben, Est-ce que ça va mieux? Ben, à quel niveau? Tu disais que t'étais un peu dans une brume après Cactus de Sibérie. Ouais, ça va mieux, ça va mieux. Ça va mieux, ouais, ça va mieux. Ok. Parce que je tourne, parce que je suis occupé, parce qu'on m'écoute, Ok. parce que il y a un peu de thunes qui rentre. Ok. Donc ça va mieux, Voilà. ça va mieux. Donc du coup, c'est quoi la suite? La suite, c'est cet album que je voulais faire avant l'Hippopète Bar, que j'avais commencé à écrire. Donc tu te dis pas, on fait un Lipopette Bar 2. Non. C'est bon. Je me dis, Passer à autre chose. la puissance de la puissance musicale que l'Hippopète Bar a révélée, Ouais. il faut qu'elle me serve pour le prochain album, Ok. que je veux comme le plus grand. Ok. Tu vois. À l'époque, j'écoutais toutes les intégrales d'Aznavour, Brel, Ok. Ferré, j'étais dans les arrangements musicaux, j'écoutais un peu de salsa, j'écoutais un peu de jazz aussi parce que j'écoutais aussi beaucoup de Billie Holiday, Ok. j'écoutais Marsalis, et puis je prenais les CD de Blue Note qu'on me donnait, j'écoutais beaucoup de musique, Ok. et donc j'avais une certaine soif d'excellence musicale. Ok. Et C'est-à-dire, toi, tu vas aller en studio avec ces références-là dans ta tête. Voilà. Mon projet, c'est... Plus de rap. Non, plus de producteur, plus de beat. Non. Ok. Ah non. Ok. Mon concept, c'était que l'album soit tellement bien produit que personne ne parle plus avec moi. Ok. Je vois. C'est ça. Ok. Tu vois, quel que soit ton domaine. C'est-à-dire, tu peux pas parler avec moi. Ok. Et donc, on a mis 9 mois pour faire, Ah ouais. refaire, défaire et refaire cet album. Ok. À ce moment-là, tu signes ou tu fais d'abord l'album pour aller le proposer chez Vagram, c'est ça? Chez 5-7. Chez 5-7. Ben, parce que le truc, c'est qu'après l'Hippopète Bar, j'ai dit à Nicole, faut qu'on se débrouille. Moi, je signe plus jamais en maison de disque. Ok. Ah, t'es déçu de ton expérience là-bas? Non, mais le truc, c'est que quand tu signes un artiste, tout est en leurs mains. Ouais. Donc, il y a des avantages confortables, mais au niveau des résultats, tu peux quelquefois être désappointé. Ok. Et puis, pour le peu que tu gagnes, franchement, donc je dis à Nicole, je sais pas comment on va faire, mais j'ai plus envie de signer en maison de disque, moi, je veux plus. Tu vois? Ok. Les messages qui mettent 5 jours à arriver, rater une sortie parce que l'autre, il a pas répondu au fax. Ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Je préfère moins gagner et être moins fatigué et être moins déçu que de prétendre à plus et être, tu vois, tout le temps être frustré. Je comprends. Et elle m'a dit, bah écoute, ce qu'on va faire, moi je vais me débrouiller pour produire l'album et on va faire une licence, on va trouver un arrangement. Et donc on va avoir 5-7, super grosse équipe, grosse expérience, au taquet, et seul rappeur de la boîte, donc traité avec originalité, tu vois, comme l'objet original que je suis. Et donc ça peut donner que des choses surprenantes. Et on rentre en studio avec cet album à faire, L'Arme de Paix. Ok. Voilà. 9 mois. Et donc, l'album sort. L'album sort. Ça apprend. Et il me semble que tu fais disque d'or. Je sais plus. Non, je pense pas avoir fait disque d'or avec L'Arme de Paix. Mais on avait profité de la lancée scénique de l'Hippopète Bar pour travailler sur L'Arme de Paix et promettre les concerts qu'on allait faire après. Ok. Ouais. Ah, moi, il me semblait, j'ai cru le lire quelque part. Je pense pas, hein. Okay. Je pense pas, ouais. Ni roi sans carrosse? Non. Ah non, encore moins sans roi sans carrosse, hein. Je pense pas. Mais t'as des victoires de la musique pour Oui, j'ai la victoire de la musique. Pour ces deux albums, hein, non? Oui. Ouais, pour L'Arme de Paix et Roi sans carrosse, j'ai les victoires de la musique. Ok. Ouais. Ça te fait quoi? Ben là, je me dis, je suis un professionnel du métier. T'es reconnu par tes pairs. Ouais, je me dis, ouais, ça y est, je suis dans le métier. C'est irréfutable, ça y est, je suis dans le milieu, quoi. Ok. Ouais. Et donc... Je suis dans le milieu et je suis pas un branleur. En gros, tu fais
énormément de concerts. Ouais, beaucoup. Avec ces 2 albums-là, hein. Mhm. On te voit partout. Ouais. Avec tes musiciens. T'as des victoires de la musique. Ouais. Tu vas mieux. Ouais, je veux mieux, bien sûr. Voilà. Ouais, je veux mieux. C'est super. C'est T'as génial. retrouvé ta C'est un moment cadence. rêvé. Tu parles à d'autres gens. Oui. Je parle à tout le monde. Et je trouve que tu fais des collaborations. Oui. Je crois que t'as bossé avec Florent Pagny. T'as Ouais, bossé avec Alizé. Mais tu vois, faire des albums comme ça m'a permis aussi de faire savoir à ces artistes qu'on peut Ouais. trouver un point d'entente. C'est ça. En plus de la sympathie qu'on peut éprouver l'un envers l'autre. Ok. Tu vois. Et moi, je trouve ça super cool. Et je sens que tu le fais hyper décontracté. Ouais, bien sûr. Et tu sais comment est le milieu du rap, ils aiment bien critiquer dès que tu sors des clous. Bien sûr. Et je trouve que toi, ça y est, on est dans un truc où... Non, c'est Oxmo, il a le droit. Et je trouve que t'as construit Au début, c'était chelou. ce Au personnage-là. début, en c'était fait. chelou. Mhm. Et puis après, ils sont pris à l'habitude. Et puis en plus, c'est bien. Ouais, non, mais Tu vois, donc, ce que je veux dire, ça aurait été quelqu'un d'autre. ouais. Ah ouais, pourquoi? Mais je trouve que t'as construit quelqu'un aux États-Unis, pour Ouais, moi. ouais. C'est Snoop Dogg qui a Ouais, je vois cette ce que tu veux casquette-là. dire, ouais. Ouais, Snoop ouais, Dogg, il fait ce qu'il veut. Ouais. C'est Snoop, il a le droit. Un jour, il fait du reggae. L'album d'après, il fait un album de gospel. Ouais, c'est Snoop, il a le C'est droit. vrai. Et toi, tu peux écrire pour Florent Pagny ou Alizé, tout ça. Moi, par exemple, il y a l'album où t'as collaboré avec Olivia Ruiz. Ouais. Que j'adore. Ouais. L'album, le premier morceau que j'ai écouté, c'est ton morceau avec Olivia Ruiz. Ok. D'abord. Et après, j'ai écouté le reste. Ok. Et je me dis, ouais, c'est Oxmo, il a le droit. Tu vois, à aucun moment. Et je trouve que t'as construit ça, justement. Et je me répète encore, l'amour est mort. Ouais. C'est la base de tout ça. C'est vrai, c'est vrai. T'as C'est vrai. cassé quelque chose. C'est vrai. Et t'as ouvert une autre porte. C'était les plans de la suite. C'est ça. Ouais. Mais toi, t'étais conscient de faire, quand tu fais l'amour est mort, t'es conscient que t'es en train d'ouvrir quelque chose, une autre porte? Non. Ok, je suis c'est conscient ce que qui je me fais quelque chose de solide, Mhm. mais j'ai pas conscience que j'ouvre une autre porte, non. Ok. Non. Ouais. Ok. Non, en tout cas, moi, sur tout ce truc où t'es parti dans un autre, un autre univers, tout ça, je trouve que c'est super bien fait parce que ça, c'est souvent casse-gueule. Hein. Il y a des gens qui se mais c'est réveillent très un jour, risqué. qui se disent, Ah, mais oui. je suis un artiste, je sais Ah, ce mais que je oui, veux. mais oui. Il y en a beaucoup C'est qui très se- dangereux. Et voilà. Et Bien sûr. tu vois, quand tu me dis que t'as Ah ouais. pris 9 mois pour faire L'Arme de paix, Mhm. qui prend 9 mois aujourd'hui pour faire un album? Ben, ça s'entend. C'est ça qui est dommage. On est d'accord. Ouais, parce que le truc, c'est que le temps que tu mets sur ton projet, c'est pour l'éternité. Ah oui. L'éternité, ouais, tu vois. Faut Ça que tu va. puisses être content longtemps de ce que t'as fait aujourd'hui. Donc, Je suis entièrement mieux d'accord travailler. avec ça. parce que tu l'effaces pas, le disque. Ouais. Et j'ai toujours pensé quand j'entrais en studio. Mhm. Donc, vaut mieux pas foirer. Donc, si à l'époque, t'as un peu plus de temps, si il faut que ça prenne 9 mois pour que tu sois content, faut les prendre. Non, c'est clair. Faut les prendre. Et t'as été décoré récemment. Ouais. Alors que je dise pas de bêtises, je vais le lire parce que sinon je vais dire n'importe quoi. Décoré officier des ordres de l'art et des lettres. Ouais. Qu'est-ce que t'as ressenti? Parce que finalement, ok, le disque d'or c'est un truc qui est important dans la musique, mais au final, t'as eu plein d'autres récompenses autour de ça. Beaucoup plus important que Exactement, exactement, tu vois ce que je veux dire? Donc, qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là? Tu te dis pas, j'ai gagné? Tu vois? Non, je me dis déjà c'est incroyable parce que ça reste des points de reconnaissance Ouais. et je me dis ça me conforte pour la suite de mes projets. Mhm. Voilà, ça me conforte là-dessus. C'est qu'on me prend assez au sérieux Ouais. pour que je puisse avoir plus d'ambition. C'est ce que je me dis. Et puis je me dis ça c'est des années qui sont symbolisées qui sont tu vois synthétisées en une reconnaissance. Mhm. Et ça me fait dire que ouais, il y a eu du travail quoi et que ça passe très très vite. Et ça me donne du crédit pour la suite. Voilà, je me dis ouais bon, va falloir commencer à bouger son cul, C'est clair. même si on faisait pas rien avant quoi. C'est clair. J'aimerais qu'on revienne sur un morceau important de ta carrière. Alors là, j'ai besoin d'un maximum de détails, maximum Merci d'anecdotes. d'avance. Et c'est sur Putsch Fiction. Ouais, Putsch Fiction. Voilà. Je sais pas si ta mémoire est bonne, mais c'est le moment de la faire marcher. Ouais. Comment s'est fait ce morceau? Est-ce que tu as des anecdotes sur le morceau? Moi déjà, la légende qui est ressortie de ce morceau, c'est que à cette époque-là, Ouais. tous les rappeurs de Time Bomb sont présents vocalement sur ce morceau-là. Ouais, c'est vrai. C'est fou, ouais. C'est vrai. Dans les Black Mafia, Ouais.
Il y a tout le monde. Il y a Eji, il y a Cassidy, il y a Booba, il y a au refrain. Ali, qu'on tout le entend monde, très bien. Ouais, tout le monde. Tout le monde est dedans. Tu te rappelles un peu comment il est venu ce morceau? Ouais. Comment il est venu, c'est alors moi j'avais mon pote Choukri au quartier qui connaissait Farhan, Ok. qui à l'époque dirigeait Island. Voilà. On parle de Sébastien Farhan, qui était manager d'NTM Ragasonic, mais qui était directeur artistique. Ouais, Johnny Hallyday. Ouais. Si. Repose en paix. Voilà. Et à cette époque-là, qui dirigeait un label d'Universal qui s'appelle Island. Voilà. Et lui, il était très intéressé par le Peura, il a senti tout de suite le truc. Moi, à ce moment-là, j'étais signé chez Universal. Je tiens à dire que la porte de son bureau, c'était la porte la plus stickée. Il y avait des stickers partout. Non, mais ça veut dire que l'étage d'Island était un monde à part. C'est clair. C'est-à-dire, t'avais le rez-de-chaussée, le premier étage, le deuxième, le troisième, le quatrième étage. C'est-à-dire que quand t'es dans l'ascenseur parallèle et que les gens des autres bureaux se retrouvent dans l'ascenseur, au quatrième étage, ils se mettaient au fond. Tu vois? Je me rappelle très bien ce que tu dis, c'est vrai. La fumée rentrait, et t'avais des mecs avec des locks. N'importe quoi. Et la porte du bureau de Sébastien Farhan, il y avait des autocollants, des stickers, mais pas que des rappeurs d'Universal, hein. Des rappeurs de toute la France, ils voulaient mettre leurs stickers sur sa porte. Non. Incroyable. Sébastien Farhan, à l'époque, on n'a jamais assez parlé de ce personnage. C'est clair. Il a été déterminant. Terror Seb. Il était déterminant. Et donc, mon pote Choukri m'emmène chez Seb. Donc à cette époque-là, t'es pas encore signé chez De Label? Non. Ok. Je suis avec Time Bomb. Ok, voilà. Et donc, il me parle de sa compil, de qui il y aura dessus. L432. L432. Et qui voudrait bien qu'on discute et tout. Et donc, finalement, je lui fais écouter le morceau, je fais écouter à mon pote. Ça marche. Après, les frères rentrent en contact avec lui. Ils s'entendent. Et moi, le morceau, j'ai un petit souci parce que l'instru me plaisait pas trop. Ok. Et ce qui s'était passé par chance, c'est que la première version des Lunatiques du Crimpay, ils avaient changé d'instru pour garder celui qu'on connaît tous. J'ai entendu, c'est ça. Et moi, j'avais craqué sur la première version du Crimpay. Et donc, j'ai récupéré l'instru du Crimpay et posé Push Fiction dessus. Ce qu'on entend partout, là, c'est la première version du Crimpay. C'est le Crimpay, l'instru, c'était l'instru de... C'est le Crimpay. Aucun remords pour mes péchés. Et si tu écoutes, c'est énorme, t'arrives à faire pousser la capella du Crimpay sur Push Fiction, tu vas péter un câble. C'est dingue. Ah ouais, tu vas péter un câble. Ok. Ouais. Et donc la première version de Push Fiction, la première version du Crimpay était sur l'instru de Push Fiction. Et donc j'enregistre dessus. Et là, même effet, boum, 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 tout le monde est content. Et j'arrive en studio avec une engine en plus à l'époque. Ouais, j'ai entendu ça. Galéré pour poser, plus de voix à la fin, mais on y est arrivé. C'était à Davou à l'époque. Ok, super. Plus. Super studio. Ouais. Putain. Ah ouais, ok. Et le thème, la folie, c'est toute cette histoire un peu folle, tout ça. D'où, c'est quoi l'inspiration? T'as vu un film la veille ou je sais pas? Non, mais tu sais, j'ai toujours aimé les films d'action. Et je regardais beaucoup Le Parrain. Et j'avais trop d'images en tête. Donc tout ce que j'ai fait, c'est une compile de moments explosifs, violents, et tu vois, pour raconter cette histoire, sur une histoire, quoi. Et ça donne un rap d'action. Et l'entrée de Booba, tout ça, c'est prévu dans ton truc? Non, c'était en studio, ça. Ok. C'était en studio, j'étais en train de me dire, ouais, je sais pas comment je vais finir. Et puis je me suis dit, ça serait cool s'il y avait quelqu'un d'autre sur le morceau. Booba, tiens, Booba, ça te dit pas de poser un petit bout? Il fait, ouais, il va écrire son bout, et puis il va poser. Mais sans nous dire ce qu'il avait écrit. Et là, quand il a posé, on va faire, ouais, merde. Bah, heureusement qu'on te l'a demandé. Hein. Et du coup, et là, je revois ce que je disais en début d'émission, ce truc où vous écrivez à la dernière minute. Du coup, quand Booba rappe son couplet, toi, tu reviens derrière, oh, écoute, Booba. Ça veut dire que toute cette partie-là, elle est écrite. Elle est écrite en studio parce que Booba vient de poser, en fait. Voilà, exactement. C'est dingue, ça. Ouais. Ok. Bah, classique. Aujourd'hui, c'est un morceau classique. Merci. Mais j'imagine que vous pouvez pas imaginer que ce morceau va devenir un classique. Non, pas du tout. Non. On était content de faire on savait que c'était un bon morceau. Mais on n'avait aucune idée de ce qui allait se passer par la suite. Enfin, aucune. Pas du tout. C'est fou. Et
je me rappelle que donc des années plus tard, Ouais. tu te retrouves à partir en concert en Colombie. C'est fou. Et là, le aéroport de Bogota Et là, on prend sort de tout son l'aéroport. sens. Et là, c'est dire, on dit, il faut qu'on tourne cette scène. Mais c'est clair. Et on l'a tournée. Je sais Ah pas ouais. si elle est quelque part. Ah ouais. Mais on l'a tournée. Ah, Aéroport de Bogota, Paris Top avec DJ Cree, bien sûr, on l'a Ouais, tourné. mais On sortait de l'aéroport de Bogota. On était obligés. là, c'est magique à ce moment-là. C'était presque le but du voyage. Je te jure. C'est beau, c'est beau. Faut que je la c'est- retrouve cette vidéo. Ouais, ça c'est mythique, faut Jure. mettre ça partout sur le net. Et pas les fucking réseaux sociaux. C'est clair. En tout cas, moi, je tenais à te dire un truc personnel. Ouais, Drive. C'est que toi et moi, on enregistrait nos premiers albums la même année. Ouais. Et à l'époque, il y avait un studio qui était à la mode. Ce studio à Toulouse, là, Polygone. Polygone, poteau. Et moi, à l'époque, j'étais un très gros mangeur. J'ai changé. Grosse pensée à Mokhtar. Oui. Mokhtar, Snatch, toute la famille. La famille Boulorod. Gassem. Boulorod, Boulorod, tout ouais. ça. Avec Paul de l'époque. Non, non. Voilà. Et moi, j'entendais parler de ce studio et on me disait, il y a une cuisinière là-bas. Dame qui te fait à manger et tout ça. vrai. Et moi, rien que pour ça, je voulais aller là-bas. Tu n'as pas été. Non, j'ai T'as pas demandé. eu cette chance. Non, j'ai demandé à la maison de 10, j'ai dit, ils m'ont dit, tu vas enregistrer où? Parce que c'était la fête avant, il y a de l'argent, hein. Tu vas enregistrer où? J'ai dit, je vais enregistrer à Polygone. Ils m'ont dit, ok. Ils ont regardé, ils ont dit, il y a quelqu'un déjà. J'ai dit, c'est qui? Osmo Puccino. J'ai dit, oh! Tu m'as empêché. Osmo, tu m'as empêché. T'as toutes mes excuses. Toutes mes Tu excuses. m'as empêché. Parce que c'était trop bon. La cuisine toulousaine. Voilà, voilà. Ça, je voulais te le dire personnellement, tu m'as empêché d'aller Bordel, goûter ça. bordel. Bon, c'est pas grave, j'ai vécu des belles choses ici, je suis resté à Paris en plein été, mais Ah ouais, je voulais plus partir. je me voyais bien là-bas. En plus, ouais. l'aéroport, il était à 10 minutes. Ah, Donc c'est tu cool voulais ça. faire un truc sur Paris. Hop, tu prends ton petit sac à dos, tu vas à l'aéroport, tu reviens. C'est bon ça, C'est complètement ouf. c'est bon. Ah non. Mais bon, avant de finir cette émission, ici on a l'habitude d'offrir des cadeaux. Et j'en ai un pour toi. I love le cadeau. Voilà. Dis-moi si tu reconnais cet objet. Non, poteau. Tu reconnais cet objet ou pas? Mais c'est un truc de ouf. C'était la mixtape Égaré. promotionnelle pour la Ah, sortie de ton premier album. égaré. C'est fou. En cassette, je précise. Donc Je sais que voilà, Je suis égaré là. Le passé reste. c'est pour toi. Apparemment dedans, C'est il y a pour un moi morceau. Oh, c'est pour toi, c'est un cadeau. Bordel. Apparemment dedans, il y a un morceau que t'as produit toi-même. C'est un de tes premiers morceaux où t'as produit Premier le son. suicide. Voilà. Ouais. Ouais. Et qui est sorti en fait. Ouais. Premier suicide. En Incroyable. vinyle. Les frères m'ont fait ce cadeau-là. Ah ben voilà, il est dans cette I tête. remember for that fucking shit. Il est en train de prendre l'objet en photo. Non, mais je le mets sur Insta, poteau. Ah direct. Mais tu sais pas, toi. Tu sais pas. Aux enchères, combien ça vaut, ça? Je te jure. En tout cas, cette pièce est pour toi. C'est de la part de l'équipe de Featuring. Waouh. Et voilà. En tout cas, C'est quoi ton, que je te taille? Driver MC. Putain, bordel. Ah, j'ai eu des frissons, là. Ouais. Bon, en tout cas, c'était super cool de te recevoir. Merci infiniment, Driver, on a réussi à le faire. Merci d'avoir partagé cette histoire. C'était un plaisir. Voilà, c'est incroyable. Oxmo Puccino, c'est important dans le rap français. Oxmo Puccino, c'est important dans la musique parce que c'est plus grand que un genre musical. Donc, merci encore à toi et on te souhaite plein de bonnes choses. Hein. Je sais Oh, que- mais on y est déjà. On y Ouais, est mais déjà. j'imagine qu'il y a une suite. Tu continues. Il y a un Oui, album en oui, route oui. Un album, non, parce que Ok. la tournée a été avortée. à cause du Covid. Ouais. Ouais. Donc, là, c'était en attente. Finalement, je crois qu'il y a plus trop de tournées. Ok, Donc, on est en train de voir ce qu'on va faire, mais ok. on est en studio. On va devoir s'adapter à cette nouvelle vie. Tu vois, C'est ça. c'est ça. En tout cas, merci à toi. It was a pleasure. Voilà, et Putain. c'était cool. Oh, le cadeau de ouf. Et on se revoit pour un nouvel épisode. C'était Featuring. Les À une cassettes de 10 prochaine. minutes, je crois. Voilà. On avait trouvé ça, c'était ouf. Salut tout le monde. Featuring est un podcast original Angle, présenté par Driver, produit et réalisé par François Cusset, ingénieur du son Paul Fourrure, générique original Ovich Beats. Abonnez-vous au podcast Featuring sur votre plateforme d'écoute favorite pour ne manquer aucun épisode.